Donc, je suis Ahmed Kourouma, je suis le numéro 2 du parti groupe de Papa Kweli Nkrumah. Mon parcours politique effectivement a été résumé, c'est-à-dire que j'ai été le conseiller du président Dadis Camara, 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Et puis ensuite, j'ai été le secrétaire général du parti de Jean-Marie Doré. Et de là, chose qui est naturelle pour moi, puisque Papa Kweli Nkrumah est un élève, plutôt un mentor, ou plutôt avait un mentor, comme on dit, qui était Jean-Marie Doré, je suis naturellement allé au parti groupe. Et je suis un politique nouveau, donc du cas d'un nouveau genre en Guinée. Il y a des gens qui me détestent, des gens qui m'aiment, c'est comme ça la vie. La situation politique du pays, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire la démocratie est en panne. Il y a un déni de démocratie de la part du pouvoir en place. L'État est responsable, à mes yeux, et les institutions de la République, c'est-à-dire la CENI et la Cour constitutionnelle qui ne prend pas ses responsabilités, de l'état de déliquescence d'abord, de la fracture qui existe entre l'opposition et le pouvoir, et le non-dialogue. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où on ne peut plus dialoguer avec un pouvoir qui ne respecte pas la parole donnée. Exemple, il y a eu des accords signés il n'y a pas longtemps. Aucun des points n'a été respecté, premièrement. Deuxièmement, la commission mise en place pour le suivi, puisqu'en Guinée on est spécialiste de ça, on met des commissions pour tout. La commission responsable pour le suivi ne s'est réunie qu'une seule fois. Alors comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue politique lorsque ceux qui sont chargés d'élaborer ou de faciliter plutôt ce dialogue politique ne se réunissent pas? C'est impossible. D'où le recours, à un moment donné, aux manifestations de rue, avec toutes les conséquences malheureuses d'ailleurs que cela peut avoir, mais nous sommes obligés de passer par là pour nous faire entendre face à un pouvoir qui est sourd et qui n'entend pas. C'est un procès d'intention qu'on m'a souvent fait, en parlant d'ailleurs d'un mot qui concerne les vaches et les animaux, que ce qu'on appelle transhumance, parce que c'était le mot à la mode. Et pour moi, c'est tout à fait autre chose. Lorsque vous avez un homme qui a été au pouvoir, qui lorsqu'il rentrait dans un endroit et qu'il voyait cette bouteille qui est bleue, et qui disait la bouteille est verte, tout le monde disait oui monsieur le président, la bouteille est verte. Et que vous voyez cet homme-là, abandonné par tous ses amis, ses soi-disant amis, mal conseillé, parce que le président Dadis aurait pu être le Sankara de l'Afrique, en tout cas le nouveau Sankara de l'Afrique, tout le monde le dit. Et que cet homme fait appel à vous en vous disant écoutez, je pense que vous avez un peu de talent, est-ce que vous voulez travailler avec moi? J'estime que c'est un devoir d'abord de le faire, et un honneur, peu importe après ce que l'on pense de l'homme. Sur ce, je vais même rajouter une chose, je suis un souverainiste absolu. C'est-à-dire que je refuse qu'un fils de Guinée, quel que soit le crime qu'il ait commis, soit jugé en dehors de notre pays. S'il a des comptes à rendre, s'il doit être condamné, il le sera par la justice de son pays. Ça, c'est un principe chez moi de base. Puisque vous parliez de dogme tout à l'heure ou d'idéologie, voilà, je suis quelqu'un qui est un souverainiste absolu. Je ne supporte plus de voir les Africains aller être jugés par des gens qui n'ont aucune leçon, ni de démocratie, ni de tolérance, et encore moins de bonne conduite à nous donner. Pour moi, quand on voit ce que l'Europe a donné, 60 millions de morts entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, j'estime qu'ils n'ont aucune leçon à me donner, à moi en tous les cas, individu, et encore moins au peuple de Guinée. Donc voilà, ce sont les raisons qui ont fait que j'ai l'habitude d'assumer mes amitiés. Et ça, c'est une explication et un volet important de mon parcours, pour que vous compreniez. Deuxièmement, quand on parle de transhumance, en général, puisque nous avions la discussion avec notre diplômé en sciences politiques, on parle d'un passage de la droite vers la gauche, en général, d'accord, ou de la gauche vers la droite. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu réformer un parti qui appartenait à Jean-Marie Doré. Et le problème en Guinée, c'est que les partis, ou plutôt la politique, est ce qu'on appelle pyramidale. C'est-à-dire que c'est le chef tout puissant qui décide de tout. Et les militants disent amen, tout le monde suit, bêtement. Et Jean-Marie Doré, lorsque je l'ai rencontré, il y a très longtemps, m'a dit je manque de cadres, d'une part, je manque de jeunes, deuxièmement. Et tous les vieux qui sont là ne foutent rien. Très bien. Donc, malheureusement, il est mort.
Et j'ai pris le rôle de secrétaire général du parti. Je suis l'un des premiers à avoir organisé au sein du parti des journées portes ouvertes vis-à-vis de la jeunesse, en disant venez, c'est un parti ouvert, on a besoin de la jeunesse, parce qu'il faut renouveler la classe politique guinéenne. La classe politique, la Guinée a besoin de sang neuf. Donc, ce faisant, j'ai commencé à sentir que nos vieux crocodiles de la politique guinéenne, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, ne voulaient pas céder leur place. En gros, la jeunesse leur fait peur à ces gens-là. Donc, constatant cela, avec beaucoup d'embûches, évidemment, parce qu'ils sont spécialistes pour vous mettre de la gadoue ou de la boue sous les pieds pour que vous glissiez des pots de banane, je me suis dit, je ne vais pas aller me ruiner la santé pour des gens avec qui je n'ai strictement rien à voir politiquement et qui n'ont même pas les mêmes ambitions que j'ai pour mon pays. Et il se trouve que je connais Papa Koli depuis 15 ans maintenant. D'accord? Et c'est important, 15 ans. Et sachant qu'il a justement été formé par Jean-Marie Doré, pour moi il a été complètement naturel lorsqu'il m'a demandé de travailler avec lui. J'ai posé des conditions très claires. Et il se trouve que le connaissant, je savais qu'il allait respecter ces conditions-là. Et l'une des conditions fondamentales pour moi, c'était de rester dans une parole libre. Je refuse d'être enfermé dans la parole officielle d'un parti ou de suivre bêtement le mouvement. Je ne peux pas. J'aime trop mon pays, je veux réaliser trop de choses pour ça. Donc je voulais avoir une parole absolument libre. Libre d'ailleurs même de le critiquer lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et de le dire publiquement. Il m'a donné cette assurance-là, et c'est la seule assurance qu'il m'ait donnée. J'ai dit, ok, banco, on y va. Mais il n'y a pas justement de chemin tortueux. Il y a une ligne droite, une ligne de conduite que je me suis fixée, et vers laquelle je vais. Et je n'ai absolument pas changé de bord, au contraire. Je me suis ancré d'abord dans la pensée de Jean-Marie Doré, et il m'eût été facile d'aller du côté où l'herbe est verte, où tout va bien en ce moment. J'ai choisi le combat politique là où j'estime que c'est là-bas que ça va se passer, c'est-à-dire dans le... D'abord, il faut toujours raison garder lorsque l'on parle de ce genre de choses. Que je sache, le président Dadis Camara n'a pas encore été condamné, donc il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, vous me parlez de la Constitution. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre la Constitution à toutes les sauces. Lorsqu'il y a crime dans un pays, et un crime de cette ampleur-là et de cette nature-là, il n'y a même pas besoin de la Constitution, c'est la justice qui doit faire son travail et son chemin, et passer, quoi qu'il arrive. Et les responsables de ce genre d'horreur doivent être châtiés. J'espère bien m'exprimer clairement là-dessus. Je ne pense pas que la Constitution y avoir là-dedans, c'est une question de justice. Ok? Alors, pourquoi je suis contre que le président Dadis soit jugé à l'extérieur du pays? Je vous l'ai dit tout simplement parce que je suis un souverainiste et que si vous regardez le fonctionnement de la CPI aujourd'hui, et si vous regardez le nombre de jugés en dehors de Milosevic, l'ex-Yougoslavie, l'étranger, comment? Les États occidentaux, ou en tout cas, ne sont pas africains. Voilà, aucun. Tribunaux ad hoc. C'est bon, fini. Vous avez posé votre question, je vous réponds. Aucun, je dis bien aucun, crime commis en Europe au nom des peuples, de crimes contre l'humanité, croyez-moi, il y en a eu ces 20 dernières années, ont été jugés. Je vais très dur, et je déteste faire un comparatif, mais vous avez, pas très loin de chez nous, un pays où il y a eu 800 000 morts. 800 000, c'est un génocide. Et nous savons qu'il y a des puissances étrangères qui sont impliquées dans ce qui s'est passé ce jour-là. Et je vous en parle, j'en ai des frissons parce que, et j'en ai presque, quand je reparle de cette histoire, parce que j'ai des amis, j'ai grandi avec des amis qui ont été touchés par ça. D'accord? Et quand je vois que des banques françaises, et notamment la BNP, Paribas, 10 ans après, 15 ans après seulement, on ouvre une enquête judiciaire pour savoir ce qui s'est passé, je trouve ça pas normal. Donc pour moi, pardonnez-moi, j'ai un problème de justice justement, et d'équité, ou de la manière dont la justice humaine, ou la justice internationale traite les uns et les autres. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, encore une fois, je crois qu'à force de dire que la justice, ou que notre pays est incapable de tout, on finit par rien faire.
Alors oui, c'est l'occasion aujourd'hui que le crime du 28 septembre soit jugé en Guinée parce qu'il faut réformer la justice guinéenne. Premièrement. Deuxièmement, oui, il faut juger ici parce qu'il faut donner les moyens à la justice guinéenne d'investiguer, les moyens d'investigation, les moyens de faire enfin son travail. Donc vous voyez, derrière la question corollaire du président qui doit être, ou du citoyen guinéen que je refuse qu'il soit jugé à l'extérieur, il y a justement tout un ensemble de choses ou de mécanismes qu'il faut mettre en place pour que le pays enfin fonctionne. Et il nous est donné, justement, la Guinée est le pays des rendez-vous manqués. Alors il nous est donné aujourd'hui l'occasion pour la justice guinéenne, pour l'État guinéen, de mettre les moyens au service des juges, parce que nous avons de très bons juges et extrêmement bien formés dans ce pays, pour rendre justice à des gens ou à un peuple d'abord, et à des gens qui ont commis ou qui ont connu l'horreur absolue. Donc voilà, moi je suis un optimiste dans ces cas-là, et je dis que la justice guinéenne doit avoir les moyens de juger ce crime abominable ici. Et c'est l'occasion de remettre tout à plat et de dire nous allons donner les moyens aux juges, donner les moyens d'investigation pour que ça fonctionne. Je suis attristé. Je suis un enfant de la Révolution. J'ai grandi avec un bon fils à côté où tous les matins on levait le drapeau. Donc mon patriotisme vient de là. Donc oui, quand je vois ce qu'on en fait aujourd'hui, ça m'attriste parce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, j'essaie de me tenir au courant, ça va être célébré au mois d'octobre, il me semble. Décembre à Cancan. Voilà, c'est l'enseignement, les mécanismes qui font que les historiens vont pouvoir nous réintéresser à l'histoire de ce pays, nous réinculquer ces valeurs-là qui ont été les nôtres. Et la chose la plus importante, c'est que, encore une fois, vous sortez aujourd'hui dans la rue, je ne parle pas de leur génération, mais vous demandez à un gamin de, allez, 10, 12, 13 ans, quelle est la date? Qu'est-ce que représente pour lui le 28 septembre? Il va vous dire, en fonction de sa formation, il va vous dire le massacre. Qui représente le 2 octobre, il ne sait pas. Il est même capable de vous donner une réponse de rappeur en disant il ne sait pas. L'immigration de quel État? Voilà, exactement. Ou l'immigration de quel État? Non. Donc il faut redonner à ces métiers-là, encore une fois, nos professeurs, nos historiens, nos sociologues, d'abord il faut leur donner les moyens de travailler. Et il faut que ces gens-là se réapproprient le champ médiatique. C'est très important. Parce qu'on a besoin de ça. Un pays qui n'a pas, un pays qui ne connaît pas son histoire n'aura pas de futur. Être fier de ses couleurs, du drapeau guinéen, voilà, c'eût été l'occasion aujourd'hui de le faire. Il faut renouer avec ça. Parce que c'est important, ce fameux nom à De Gaulle. Il a changé la face de l'Afrique de l'Ouest. Il a changé la face même du monde. Parce que, de par les frontières, que ce soit à l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, au nord de l'Afrique, en Algérie, que ce soit les Black Panthers aux États-Unis, les Noirs américains, Malcolm X, se sont inspirés de ça. Nous avons été et c'est en cela que des fois je suis en colère, parce que nous avons été un peuple qui a inspiré les luttes dans ce monde. Et aujourd'hui, nous, Guinéens, on piétine cela. On n'en a même pas conscience. Ce nom-là, il va au-delà de nos frontières. Il ne concerne pas uniquement la Guinée. Et ceux qui sont dépositaires de cela, c'est-à-dire les historiens, les sociologues, ne font pas leur travail dans ce pays. Et il faut que cela commence. Il faut qu'on le fasse. Parce que c'est important que l'on transmette ça à nos enfants. Il y a dans ce pays un permis de tuer. Vous avez une police nationale, une gendarmerie, une armée qui tue en toute impunité, sans qu'il y ait aucune enquête, je dis bien aucune enquête déclenchée. D'accord? Et cela, pour le citoyen que je suis, m'indigne, me révolte, et devrait révolter la plupart d'entre nous ici. Comment se fait-il que 83 morts? C'était très agréable d'être avec vous.
Moi, je vous retiens, on va avoir une autre discussion hors caméra. Mais merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir.